Natalia, on va mourir dans le bus. On va mourir dans le train. Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis ukrainienne. Je viens de la ville Kramatorsk, dans la région de Donetsk. C'est l'est de l'Ukraine et c'est une région qui est près de la frontière avec la Russie. J'ai 27 ans. Je pense que vraiment c'est important d'expliquer que quand j'étais petite, j'entendais souvent parler de la Seconde Guerre mondiale. On en apprenait beaucoup. À l'école, à la maison, c'était un chapitre de notre culture, de notre histoire. Mais jamais je n'aurais imaginé vivre moi-même cette expérience de guerre. Aujourd'hui, c'est pas le film, c'est pas le sujet, c'est pas le document. Je suis là, en Belgique, mais mon cœur reste toujours en Ukraine. La guerre, c'est quelque chose qui reste dans le cerveau, dans le cœur, et c'est difficile juste de laisser. Aussi, je pense qu'il est important de rappeler que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022, mais en 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Ensuite, c'était aussi l'occupation de la région de Donetsk et de Lugansk. Ils ont occupé cette région-là partiellement. Et je viens d'une des régions. En 2014, ma ville a été occupée aussi pendant presque 3 ou 4 mois, je crois. À l'époque, j'avais 16 ans et je ne comprenais pas ce qui se passait du tout. J'étais vraiment une ado. J'ai essayé juste de survivre. Tout se déroulait très vite. Personne ne réalisait vraiment la situation. Pour les adultes, il était difficile aussi, comme pour nous, les enfants, les adolescents. Mais nous allions quand même à l'école. Nous pouvions sortir faire des courses aussi. Il y avait quelque chose comme normal, habituel, mais juste pour survivre. Mais on était plus fermés, on était toujours chez nous. On ne faisait pas comme les choses habituelles. Il n'y avait pas de combat intense chez nous, mais il y avait des frappes parfois et beaucoup de militaires, ils étaient comme militaires, mais pas vraiment militaires, tu vois. C'était pas l'armée régulière de la Russie ou de quelque chose. C'était juste les gens qui ont décidé de participer. Je pense que comme les moments plus comme dangereux, ils en étaient au début. Parce que ils nous avons occupés juste pendant 12 jours ou quelque chose comme ça. Et après, il y avait beaucoup d'obligations pour nous, comme les gens, et on restait chez nous. C'était nos vies. C'était quelque chose de nouveau pour tout le monde. Et je me souviens que j'ai essayé de trouver sur Internet qu'est-ce que c'est l'occupation, qu'est-ce que c'est les choses comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux termes. J'ai pas compris, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de questions politiques et j'ai essayé de trouver la réponse. Pourquoi l'Ukraine est comme ça? Quels sont nos problèmes? Le soir et la nuit, c'était le plus effrayant parce que s'il y avait quelque chose, il faisait ça pendant la nuit. Pendant la journée, c'était plus calme, bien sûr, parce que on était à l'école. Ma mère, elle travaillait, je crois. À l'époque, elle était enceinte. Après, je pense qu'après quelques mois de l'occupation, peut-être juste après 1 mois, nous n'avions plus d'eau du tout, ni de radio, ni de la télévision ukrainienne, seulement des chaînes russes avec de la propagande. Et c'était tout pour nous, juste 2 chansons dans la radio avec une vraie propagande que
nous sommes la partie de la Russie. Et c'est tout. En français, ça veut dire que on doit bouger les gens qui habitent à Donbass. On s'appelle ça la région de Donetsk et de Lugansk, Donbass. Et il y avait les lignes qu'on doit bouger, on doit être courageux parce que nous sommes la partie de la Russie. La Russie, elle est toujours avec nous. Et il s'appelle ça que la Russie, c'est notre mère. À l'époque, bizarre, maintenant c'est horrible. Juste 2 chansons et toujours, je me souviens quelques lignes parce que chaque minute, on écoutait juste 2 chansons. Et c'est trop triste pour moi parce que avant, c'était un peu comme aventure. Juste, je suis toujours chez moi, j'étais toujours chez moi. Je ne sais pas, on faisait le jardinage, on écoutait juste 2 chansons. C'était toujours comme ça. Tu vois, c'est une question trop difficile pour nous parce que, par exemple, je viens de la région de Donetsk où on toujours parlé russe. On a beaucoup de proches dans la Russie. Et bien sûr, c'était pour nous un peu difficile de comprendre, OK, on était toujours trop proche avec la Russie, mais pour nous, on était toujours les Ukrainiens. Il y avait beaucoup de liens entre nous, mais on reste les Ukrainiens et juste au moment, tu dois devenir aussi une fille russe, pas ukrainienne. Je me souviens aussi quand j'étais petite, par exemple, il y a cette tradition pour Nouvel An, quand il y a cette petite émission de notre président de nous féliciter. Et donc, parce qu'on avait des proches en Russie, on en écoutait 2 fois. La première fois, c'était le président russe, parce qu'il y a une heure de différence entre 2 pays. Et après, on a écouté le président ukrainien. Quand j'étais petite, je n'ai pas compris pourquoi. À l'époque, je pensais qu'en Ukraine, il y a 2 présidents. Je ne sais pas pourquoi, je ne posais pas de questions. Je pensais que mais c'est trop stupide de poser ces questions-là. Tout le monde faisait comme ça. Pour tout le monde, c'était ça va. Pour ma famille, c'était comme ça. Pour moi aussi, c'était un peu difficile de comprendre pourquoi je suis ukrainienne, j'habite en Ukraine, mais je parle russe. Pourquoi? Mais tout le monde, chez moi, dans ma ville, il parlait russe. Après, à l'école, j'ai commencé à apprendre la langue ukrainienne et c'était aussi un peu difficile. Parce que pour nous, l'été commence le 1er juin, c'est aussi très important pour nous. Les vacances scolaires, elles ont déjà commencé, j'étais chez moi et ensuite, je suis partie en évacuation avec d'autres enfants et je suis revenue chez moi une fois que notre ville a été déjà délibérée. Ma mère m'a dit que les occupants, ils ont juste disparu. Aucun soldat, aucun occupant, parce que bien sûr, c'est les soldats ukrainiens qui venaient, mais pour les gens, c'était juste comme un jour, les choses étaient changées. Beaucoup de soldats, ils restaient chez nous, comme ils habitaient dans ma ville. Il était toujours avec nous jusqu'à toujours, comme pas de changement. Mais bien sûr, au début, il y avait plus de soldats. Après, le nombre diminuait un peu. Et aujourd'hui, encore, il y a beaucoup de militaires ukrainiens dans ma ville. Parce que je pense que maintenant, il y a juste 30 ou 40 kilomètres
entre ma ville et la frontière, ou maintenant la frontière comme militaire. Pour l'année 2014, je pense que c'est tout. Je fais ma vie normalement et c'est aussi un gros problème parce que on pensait que c'est fini. Il y avait toujours des régions occupées, mais on essayait de continuer. Et c'était, pour moi, c'est un peu aussi une chose bizarre parce que maintenant je comprends que c'était une erreur. Maintenant, je ne peux pas changer les choses, mais à l'époque c'était comme ça. On doit continuer, on doit travailler, on doit étudier, on doit voyager, faire les choses comme ça. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup de gens qui ont compris. Mais par exemple, pas moi. C'était clair que je déteste la Russie. C'était clair que je déteste Poutine. C'était clair que la Russie, pour moi, elle a été déjà une ennemie. Mais j'ai pas compris tous les liens. C'était juste comme un peu de réflexion. Mais il reste aussi beaucoup de choses que je laisse tomber comme ça. Et j'ai passé cette expérience, j'ai pensé que c'est tout. Sur Internet, sur YouTube, la télé, la radio, il y avait aussi quelques reportages parce que la guerre était toujours là. Mais il n'y avait aussi pas beaucoup d'attention sur le côté du gouvernement ou des choses comme ça. Les gens, ils faisaient les choses comme toujours, comme avant 2014. En février 2022, on commençait déjà à soupçonner que quelque chose pouvait arriver parce qu'il y avait beaucoup d'informations sur la télé, sur la radio aussi, mais personne ne savait rien avec certitude, tu vois, et personne ne voulait vraiment y croire que non, impossible, c'était pour nous comme ça. Et après, je me souviens du moment où Poutine a annoncé la reconnaissance des soi-disant républiques populaires de la région de Donetsk, de la région de Lugansk, c'est-à-dire des territoires ukrainiens qui sont déjà partiellement occupés depuis 2014. J'ai appelé ma mère pour lui dire que OK, tu dois préparer une valise d'urgence, je pense, parce que il me semble que les choses soit plus dangereux. J'étais sûre que non, c'est impossible. C'est impossible d'aller et faire la guerre encore. Mais c'était encore une erreur. En février 22, j'étais à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine encore. J'y vivais dans un dortoir universitaire parce que j'avais commencé un doctorat en septembre 2021 et pour moi, c'était juste un moment que j'attendais pendant les années. Le matin du 24 février, mon ami est arrivé en courant dans ma chambre en disant que la guerre a commencé. Tu dois te réveiller. Qu'est-ce que tu fais? C'était comme ça. Et je ne l'ai pas cru. J'avais prévu d'aller à l'université, comme toujours, faire mes choses. Mais j'ai compris que vraiment, il y a quelque chose de bizarre parce que il y avait comme ce sentiment que ce matin, il n'était pas comme les autres. Pendant mon sommeil, j'avais entendu un bruit étrange, un bruit sourd, mais je ne m'étais pas réveillée complètement parce que je dors trop fort, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je dors bien, tu vois. J'ai entendu quelque chose, mais j'ai pas compris qu'est-ce que c'est. J'ai continué juste de faire mes choses. Je dormais, comme toujours. Mais mon ami m'a dit que Natalia,
non, c'est la guerre, je suis sûre. Tu dois aller. Et après, quand je suis sortie de ma chambre, j'ai vu les autres filles en panique. Certaines pleuraient, certaines étaient complètement perdues. Il y avait beaucoup d'horreur, tu vois. Les gens étaient comme oh, c'est quoi? C'était vraiment difficile. Et à ce moment-là, j'ai compris que oui, il y avait quelque chose. J'ai essayé de calmer les filles, même si au fond, moi non plus, je ne comprenais pas ce que se passait. J'étais juste comme, ok, les filles, j'ai essayé juste d'aider, mais c'était comme personne ne comprenait combien de temps tout cela allait durer, tu vois, ni quand cela prendrait le fin. Il y avait cette tendance de compter beaucoup sur nos alliés et leur aide. On pensait que, ok, demain, après-demain, les gens nous aideraient, ce sera ça va. Juste quelques jours, et ça va aller, comme toujours. C'est pourquoi aussi, avec mon ami, en pensant qu'il serait plus calme à Kharkiv que chez nous, dans la région de Donetsk, nous sommes restés dans le dortoir, mais la situation était très tendue et nous passions presque toutes les nuits dans les caves du dortoir pendant quelques semaines, je pense. Chez moi, j'étais surprise, mais chez moi, il y avait juste 2 explosions pendant le premier jour et après, c'était calme. C'est pourquoi aussi, comme à Kharkiv, c'était plus dangereux. Le plus difficile, c'était juste de supporter les bombardements nocturnes intenses. Nous ne dormions pas suffisamment parce que c'était toujours comme, oh, on doit aller quelque part, on doit bouger, comme bouger dans les caves pour trouver l'endroit plus sécurisé. Et aussi, à cause du stress constant, nous nous sentions complètement épuisés. Mentalement, c'était vraiment difficile. Et finalement, nous avons décidé de rentrer chez nous, dans la région de Donetsk, mais c'était aussi extrêmement effrayant parce que les bombardements continuaient sans cesse. Nous avons entendu le bus, puis le train à ciel ouvert, toujours à ciel ouvert, en pleine attaque aérienne. Et c'était aussi un jour qui durait comme, tu vois, quelques mois, je pense, parce que il y avait aussi des doutes si on va vraiment arriver chez moi, tu vois, parce que c'était vraiment dangereux. Et mon amie, elle m'a dit que on va mourir dans le bus. Natalia, on va mourir dans le bus. On va mourir dans le train. On va mourir ici. On va mourir. Je suis sûre, on va mourir. C'était comme ça. Elle était toujours comme ça. On va mourir. Et j'étais comme, tu vois, que je comprends que peut-être on va mourir. Mais je ne suis pas prête. Mais c'était comme ça. Elle était comme, Natalia, on ne peut pas rester ici. C'est impossible. On va mourir ici. On doit trouver quelque chose. On doit trouver l'endroit plus comme caché, plus sécurisé, mais c'était impossible parce que on était dans le camp avec les gens et comme tu dois juste attendre le train. Si tu étais quelque part, ça veut dire que tu perdrais le train. Donc, tu ne peux pas aller pour être caché ou je ne sais pas. Tu dois juste rester ici en attendant le train et c'est tout. Elle était en panique. Elle n'avait plus de maison à retourner. Son village, près de Volnovakha, avait été occupé dès les premiers jours de l'invasion à grande échelle. C'est pourquoi j'ai dit que, mais tu es mon ami. Tu juste peux aller avec moi sans problème, comme juste aller parce que c'était vraiment un gros danger rester à Kharkiv et j'ai décidé que non, on va
bouger, tu bouges avec moi, comme, tu vois, sans choix. Dans 80 heures, quelque chose comme ça, on est arrivé chez moi. On passait aussi la nuit dans la gare. C'était aussi une histoire trop difficile, je pense, parce que l'arrêt dernier de ce train, il était quelque part dans ma région, mais pas chez moi, pas dans ma ville. Et pendant la nuit, il est impossible pour mes parents nous chercher quelque part à cause du couvre-feu. Donc, on est allé dans une petite ville dans ma région pour passer la nuit dans la gare là-bas. Et après, on a pris encore le train pour aller chez moi. Mais la gare là-bas, il était fermé. Elle était fermée et la police, ma mère, elle a appelé la police en disant que tu vas, 2 filles, va descendre. Est-ce que vous pouvez les chercher? Mais la police a répondu que non, c'est impossible pour nous. C'est un couvre-feu. On travaille, oui, mais on ne peut pas chercher les filles quelque part. Elles restent où après? On ne peut pas les chercher. Si vous voulez, bien sûr, elles peuvent descendre là-bas, mais elles restent pendant la nuit juste à l'extérieur. C'est pourquoi on a décidé, OK, on va aller quelque part pour passer la nuit dans la gare, dans le bâtiment, au moins, et après, on va juste continuer de mouvement. C'était comme ça. J'étais submergée par des sentiments contradictoires quand je suis arrivée chez moi, parce que pour moi, c'était un moment horrible dans ma vie. Je venais toute juste de commencer mon doctorat. C'était l'un de mes plus grands rêves au moment. La guerre me l'avait volé. J'étais comme, OK, j'ai perdu tout. C'était vraiment difficile et je ne savais pas quoi faire ni comment continuer à vivre. Et j'ai compris qu'il fallait poursuivre mes études dans un endroit plus calme. Alors, j'ai postulé dans plusieurs universités et j'ai été acceptée à Liège, ici en Belgique, et après, j'ai déménagé ici. Comment est-ce que je peux dormir tranquillement pendant que des Ukrainiens dorment dans des conditions très dures et meurent à cause de bombes?